À l'époque, il n'a que 2500 soldats en Angleterre et le ralliement du Tchad, de l'Oubangui-Chari et du Cameroun y apporte 16 000 tirailleurs, c'est-à-dire 8 fois plus que ce qu'il a en Angleterre. Nous allons débarquer en 1944, exactement le 16 août 1944. On a embarqué le soir, le 15 août. Le 15, le 16, le 17, on a débarqué à Saint-Tropez. Là, c'est la bagarre. Libérer Paris. Je lui dis, mais vous ne pouviez pas nous empêcher de prendre Paris. Peut-être qu'un seul serait arrivé au pied de la Tour Eiffel. Mais quand vous dites à des gars qui se battent depuis 4 ans, du fond du monde, vous leur dites, c'est Paris. Mais non, c'était bille en tête, on libère Paris. C'est-à-dire que moi, j'étais chef de char à l'époque et je connaissais la route, mais les yeux fermés. J'étais à la tourelle avec mon micro et je disais à mes camarades de char, la route va tourner, la route va monter. Maintenant, il y a un autre virage à gauche. Je connaissais la route par cœur et je pleurais. J'étais libérateur. Nous avons été jusqu'en Allemagne, nous avons traversé toute l'Alsace, c'est nous qui avons libéré Thann, Vieux-Thann, Cernay, Obernai, c'est nous qui avons pris Strasbourg. Le quartier de la Montagne Verte à Strasbourg, c'est nous, Sénégalais, qui l'avons pris au corps à corps. On était bien accueillis, on a des fleurs et tout. On avait du snaps en Alsace et voilà, on était très comblés. Après la guerre, on a fait les comptes. Alors il y a une histoire de légende, que finalement la libération de la France avait été en somme le fruit d'opérations de la résistance et d'une armée métropolitaine. Mais non, ce n'est pas vrai. Il ne faut pas oublier que par exemple les troupes du général de Gaulle au début de la France libre, il y avait 66% d'Africains. Les Français libres, vous savez combien il y en a eu pendant la guerre entre l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine? 53 500. 53 500 bons hommes, moins les services. Il n'y avait pas beaucoup de monde sur le terrain. Hein. Les Français ne veulent pas que l'on parle de cette époque, parce que trop peu se sont mêlés au combat et trop peu se sont battus. Au moment de la libération et tout, on était confiants. Hein? On était confiants, on se disait que la France est reconnaissante à notre endroit. Et on s'est trompé parce que dès la libération, avec les anciens combattants français et nous, il y avait une différence de pension. Moi, invalide, mon homologue français, au même grade que moi et même ancienneté que moi, touche 4 fois supérieur à ce que je touche. Et lui, il les touche par mois et moi, je les touche tous les 3 mois. Toujours nous comptons sur la France. Parce que nos maris ont fait la guerre pour la France. Ils sont décédés pour la France. La France doit nous payer quelque chose pour qu'on peut vivre un peu avant de décéder. Parce que tous les veuves partent rejoindre leur mari. C'est dur. Mon grand-père a fait 14-18, mon père a fait 39-45 et moi j'ai fait 4 Indochine Algérie. Et rien. On ne peut pas imaginer que cette affaire-là puisse en rester là. Ça n'a pas de prix. Les gens qui ont donné leur vie, leur jeunesse à ce pays, ça n'a pas de prix. Je crois que si la participation de l'Afrique à la guerre n'avait pas été ce qu'elle a été, quand je parle de l'Afrique, je parle aussi bien de l'Afrique au sud du Sahara que l'Afrique au nord, l'Afrique du Nord. Pour moi, l'Afrique est une de ce point de vue-là. Si cette participation n'avait pas été ce qu'elle a été, je ne pense pas que la France aurait été admise après la Deuxième Guerre mondiale comme puissance parmi celles qui vont avoir le veto au Conseil de sécurité. Sans l'empire africain de la France, jamais la France n'aurait eu de place au Conseil de sécurité. Les Américains y étaient farouchement opposés. D'ailleurs, encore aujourd'hui, les votes à l'ONU et au Conseil de sécurité, c'est bien l'Afrique, les pays africains
au moins les pays africains francophones, qui apportent leur soutien à la France et qui fait de la France aujourd'hui une grande puissance. Écoutez. Je dis que, comment pouvez-vous imaginer que ce peuple français ne puisse pas trouver de défenseurs en Europe, en son propre sein, et qu'il faille aller en Afrique pour lever un corps expéditionnaire de 6 millions de personnes, dont des gens qui n'ont jamais vu la France ni d'Adam ni d'Ève. Et ce sont ces gens-là qui, effectivement, vont, si vous voulez, comment dirais-je, défendre la France. Parmi eux, il y avait des Dahomey. Il y avait des Dahomey dans le maquis de Vercors. Mais on n'a pas tout le monde sénégalais. Tout le monde ne peut pas être sénégalais. Il y avait des Dahomey, il y avait des Guinéens, il y avait des gens de toute origine. Et ces gens-là, on les caricaturait. On les nourrissait mal. Ils venaient dans le froid, etc. Mais Hitler a dit, puisque j'ai compris trop tard que c'est de l'Afrique que vient le danger, je vais lever un corps expéditionnaire terrible qu'on appelle l'Africa Corps, de l'amiral Rommel, Et on va aller là-bas pour prendre la France à revers et on va détruire le bataillon de l'Afrique noire. Et là, on a lâché maintenant les troupes nègres qui ont battu les Allemands au niveau de Tripoli, au niveau de Benghazi, au niveau de la Cyrénaïque. On a battu. Les nègres ont battu. C'est ça le salut de la France en fait. Le salut de la France n'est pas venu de parachutage tardif des Américains. Comme on a fait là, on a même oublié de dire ce que les nègres ont fait. Mais on a emmené quelques chefs d'État africains comme d'habitude pour jouer aux enfants d'école. Mais c'est-à-dire que c'était pas sérieux. Et ce sont les Africains qui ont fait la vraie bataille, c'était en Libye. La vraie bataille qui a sauvé la France. Quand nous, on les a sauvés maintenant, je ne dis pas ces Africains qui ont participé à l'effort de guerre de la France. Moi, je dis ces Africains qui ont libéré la France. Moi, je dis comme ça, c'est ça que j'ai dit à Charles Onana. La prochaine fois que tu écris le livre, il faut mettre ces nègres qui ont libéré la France. Parce que tu dis la vérité en ce faisant. À chaque conflit militaire, la France s'est tournée vers ses colonies. Force d'appoint, force de frappe, force noire, souvent jetées en première ligne. 14-18, Seconde Guerre mondiale, guerre coloniale, 1 million d'hommes, des tirailleurs, appelés sénégalais, sont venus d'une vingtaine de pays d'Afrique pour sauver cette patrie lointaine. Après la gloire, la décolonisation les a écartés de l'histoire. En cette veille de 11 novembre, le combat d'un Martiniquais nonagénaire, il demande la reconnaissance nationale pour lui et ses compatriotes noirs qui ont participé au débarquement de Provence durant la Seconde Guerre mondiale. Ces médailles, il les a gagnées en 39-45, il en est fier, mais pas heureux pour autant, car il lui manque la plus importante de toutes, la Légion d'honneur qu'il réclame pour lui et ses compagnons dissidents, en vain, jusqu'ici. Nous étions le premier bataillon antillais, composé uniquement, je le répète encore, d'Antillais et de Sénégalais, préparés, instruits, envoyés à la boucherie, à l'abattoir. Nous étions au premier rang, à Cavalère. Celui qui n'a pas connu Cavalère, c'était l'enfer. Maurice Fanor a grandi dans ce quartier de Trinité et c'est de là qu'il est parti à la guerre après avoir entendu parler de l'appel du général de Gaulle. D'abord la Dominique en canot, puis les États-Unis, avant le débarquement de Cavalère en Provence, pour libérer la France avec tous ceux, à commencer par le tirailleur sénégalais qu'on appelait alors les indigènes, comme le film du même nom qui vient de les réhabiliter. Maurice Fanor n'a gardé aucune photo, aucune image de la guerre, sauf cette carte de combattant, le souvenir d'un passé glorieux, mais qui fait place chaque fois qu'il en parle à une profonde amertume, toujours cette maudite histoire de Légion d'honneur. La ministre de Mme Alliot-Marie est passée à Martinique. Le président l'a interpellé pour lui dire « Madame, pourquoi vous nous avez refusé la Légion d'honneur ?» Elle a répondu « Ce n'est pas un refus, mais c'est que les dossiers étaient incomplets. » Une ingratitude que Maurice Fanor a du mal à s'expliquer. Il continue néanmoins, à 91 ans, d'espérer que l'oubli finira par être réparé avant qu'il ne soit trop tard. Un citoyen français entré dans l'armée française comme un Français de plein exercice, si je puis m'exprimer ainsi. Son uniforme était un uniforme de soldats français. Tandis que le sujet français, lui, il était un tirailleur sénégalais. Avec sa chéchia, ses bandes moltières
et tout le reste, il y avait une nette différence entre le fait d'être citoyen et d'être sujet français. La Première Guerre mondiale, qui éclate en Europe, est aussi l'affaire de l'Afrique. Puisque le rêve de grandeur des puissances européennes, c'est en Afrique d'abord qu'il s'exprime. Une réalité se fait jour trop rarement mise en évidence. En 1914, les colonies africaines représentent la plus grande longueur de frontières communes aux belligérants européens. Cela explique en partie que l'Afrique sera doublement impliquée dans ce conflit mondial, à la fois comme terre de combat et comme réservoir de combattants. En France, très préoccupé par la crise démographique de son pays, le colonel Mangin avait publié en 1910 un ouvrage à succès, La Force Noire. Les troupes noires, y écrivait-il, ont les qualités que réclame la guerre moderne: rusticité, endurance, instinct du combat, absence de nervosité. Leur arrivée sur le champ de bataille produira sur l'adversaire un effet considérable. Et même si le gouvernement ne retient pas l'essentiel des propositions de Mangin, la France va tout de même se distinguer. Alors que les troupes coloniales des autres puissances belligérantes restent confinées sur le continent, la France mobilise les siennes sur le front européen. Au départ, c'était volontaire. Ceux qui avaient la volonté de continuer le combat du côté français levaient le doigt et on les prenait d'office. Deuxièmement, si l'effectif n'atteint pas ce qu'on veut, ce que souhaite la France, on exige et on impose un quota à telle famille ou à telle autre famille parce que le roi connaît là où il y a des hommes valides. Et il connaît dans chaque foyer, dans chaque famille, les éléments les plus solides de chaque famille. Donc, on exige que, on fait la liste, chez vous, telle personne sont prises. Et si les personnes ne veulent pas y aller, les personnes disparaissent dans la nature, c'est-à-dire ils fuient, elles fuient. Et de fil en aiguille, on recueille un nombre plus élevé afin de continuer la participation militaire sur le terrain. Tous les jeunes hommes devaient aller à la guerre. Mon oncle fut recruté et ma grand-mère, qui ne voulait pas qu'il parte, décida de le cacher. Elle partit vers une terre que je connais très bien et qui appartenait à sa famille. Il y avait là une cascade et beaucoup de végétation. Elle y cacha mon oncle pour que personne ne le trouve. Mais les parents de ces jeunes hommes étaient victimes d'intimidation. On leur disait: nous savons que vous avez un fils et vous devez nous le remettre, sinon nous confisquerons votre bétail. Il faut savoir que le bétail constituait une bonne part de la richesse des gens et surtout des hommes. C'était comme leur compte en banque. Je comprends que sous cette menace, mon grand-père ait convaincu ma grand-mère de livrer leur fils. Ihas mante panoket bara banyila bunjida palam panjokel bukula be kun hana ko la atu bala klaw bo de bara ko kono jotum kon ko jetumon atu bolal kon ko jetumon atu bolal
C'était la situation tragique des sujets dans une colonie. Personne ne s'est donné la peine de venir informer mes grands-parents du sort de leur fils. Sûrement que personne n'était même capable de dire où il était tombé. Ma grand-mère a pleuré jusqu'à la fin de ses jours, se demandant toujours comment son fils était mort. Une fois que la personne meurt, la personne est enterrée dans son terroir près des siens. Ceux qui sont décédés avant là, on est enterré. Sinon, il y a des pratiques pour appeler l'âme de la personne là où elle est décédée, afin de procéder aux cérémonies nécessaires pour ramener la personne près des siens ici. Et pour ramener, c'est beaucoup plus difficile que pour enterrer sur place. Donc, il y a cette conception qui fait que on n'a pas envie de mourir ailleurs, dans un autre pays, pour qu'on fasse des cérémonies de rapatriement ou des cérémonies de retour de l'âme auprès des siens. Le recrutement de soldats noirs et le choc qu'il provoque dans de nombreux pays d'Afrique va donner un nouveau souffle à des mouvements d'inspiration prophétique, tel au Nyasaland, l'actuel Malawi, le mouvement qu'anime John Chilembwe, pasteur baptiste et agitateur politique qui mène une violente croisade contre la guerre. Le pasteur Chilembwe sera arrêté et fusillé. Surmontant une opposition afrikaneur très sensible à la propagande pan-germaniste, le gouvernement sud-africain s'engage aux côtés des Alliés. La vision de Noirs armés était un cauchemar pour les Sud-Africains blancs, profondément marqué par le précédent de la guerre des bourgs. À cette époque, de nombreux Africains armés pour la guerre s'étaient servis de leurs armes pour reprendre leurs terres. Et ils y étaient parvenus dans certains endroits. Après la guerre des bourgs, les Britanniques se sont empressés de désarmer les Noirs pour éviter que ce cauchemar ne se reproduise. Les Blancs étaient unanimes. Il ne faut pas donner d'armes aux Africains. Et ils furent recrutés comme porteurs ou responsables de transport durant la Première Guerre mondiale. Et certains furent même envoyés en Europe. Sur le terrain des combats en Afrique, il faut mobiliser le moins de troupes possible, jugées plus utiles sur le front européen. Mais alors que le Togo allemand tombe en quelques semaines, la bataille menée par les Britanniques et les Français au Cameroun sera plus longue, 18 mois, et plus meurtrière. Avec cette singularité que pour la première fois, elle oppose des soldats noirs présents des deux côtés. C'est également le cas en Afrique orientale, où des soldats professionnels noirs, des askaris, sont placés sous le commandement du général allemand von Lettow-Vorbeck. Ces askaris parviennent durant toute la guerre à fixer 150 000 soldats alliés et leurs troupes noires, qu'elles soient sous le drapeau britannique, belge ou sud-africain. Sur le front européen, les terribles combats de la fin 1917 mettent les troupes noires à forte contribution. Mon père a inhalé de gaz et tout le reste de sa vie, il a mené une vie de souffrance. On faisait des trucs de verre, de ventouses qu'on lui faisait, on coupait le corps pour qu'il puisse respirer bien. Mais rien à faire. Il est décédé des suites de cette gaz. Donc, de ce gaz. Et il nous a toujours expliqué. Mes grands frères sont là, ils peuvent témoigner. Il nous a toujours expliqué les méfaits, les atrocités de la guerre. Et c'était triste d'aller s'intoxiquer à un autre front qui n'est pas le vôtre. Au début de 1918, la plupart des belligérants ne peuvent que constater l'épuisement de leurs troupes et l'absolue nécessité de les renforcer.
Il faut donc recruter de façon plus importante. C'est à Blaise Diagne, député du Sénégal, que le chef du gouvernement français, Georges Clemenceau, avec une certaine habileté politique, fait appel. Nommé haut commissaire de la République, Diagne effectue donc une tournée de sergents recruteurs dans les colonies. Il y multiplie les promesses susceptibles d'améliorer le sort de ses frères à l'issue du conflit. Mais la plupart de ces promesses, celles notamment d'une citoyenneté accordée pour service rendu à la patrie reconnaissante, ne seront pas respectées. Jusqu'à aujourd'hui, la France n'a pas honoré ses promesses. Si on voulait tirer une conclusion, on peut dire que bon, les Français ne sont pas reconnaissants. Puisqu'ils ont promis, on les a suivis, et après, ils n'ont plus honoré leurs promesses. C'est ce qu'on peut dire. Et on croise les bras pour attendre d'autres choses. Mais nous disons, enfants, vous aurez encore un autre problème et vous avez besoin de nous encore. On arrive, on vous attend. Le pasteur John Chilembwe avait mis en garde ses compatriotes contre cette guerre entre blancs dont les noirs ne pourraient sortir que perdants. Et de son côté, le gouverneur général allemand du Togo, von Thüring, dans les mois précédant le conflit, avait multiplié les télégrammes à Berlin pour déconseiller à son gouvernement d'offrir aux Africains le spectacle de déchirement entre les Blancs. Le traité de Versailles va donner raison à l'un et à l'autre. L'Afrique ne gagne rien pour sa participation à la victoire et demeure sous tutelle européenne. La France et la Grande-Bretagne se partagent le Togo et le Cameroun, tandis que la Belgique et la Grande-Bretagne reçoivent les dépouilles de l'empire est-africain de l'Allemagne. L'Afrique du Sud se voyant attribuer pour sa part le sud-ouest africain. Mais dans le même temps, le doute sur la supériorité de l'homme blanc s'installe dans l'esprit des Africains. Ils ont appris qu'il y avait de bons et de mauvais blancs et que l'on pouvait tuer ces derniers. Le piédestal de l'homme blanc vacille. Que va représenter pour les Africains la nouvelle guerre mondiale qui se déclenche? Une guerre de blancs qui ne les regarde en rien mais va se dérouler en partie sur leur sol. Une guerre qui les verra participer à de nombreux combats et leur donnera le sentiment justifié d'avoir joué un rôle important dans son dénouement. Une guerre, enfin et surtout, qui les mettra face à face, camp contre camp, dans un affrontement meurtrier. Mai 1940, les troupes d'Hitler envahissent la France qui capitule. Auch hier wieder die Kulturträger der Grand-Nation. Diese fremdrassigen Hilfsvölker rief Frankreich zur Schande Europas ins Land und feierte sie als seine schwarzen Brüder. Des propos déjà entendus lors de l'occupation de la Ruhr en 1923, quand la propagande allemande se déchaînait contre la honte noire de l'armée française. La défaite de la France. Comment va-t-on réagir à ce séisme dans ces colonies d'Afrique? Comment va-t-on accueillir la politique de collaboration du maréchal Pétain? Maréchal Pétain. Maréchal Pétain. Connais pas Maréchal Pétain? Non, connais pas. Grand chef, commande Afrique tout. Commande tout. Maréchal Pétain. Commande papa, moi, maman. Oui, Maréchal Pétain. Commande lieutenant, adjudant, capral, tout. Bon, commande papa, moi, maman, commande moi. Curriculum. C'est le chef de la France. Compris maintenant? Chef de la France? Oui, compris. Gouverneur du Tchad, le Guyanais Félix Éboué se rallie à la France libre dès le mois d'août.
Ce geste décisif va faire basculer dans les semaines qui suivent la totalité des pays de l'Afrique équatoriale et le Cameroun. Nommé gouverneur général de l'AEF par De Gaulle, Félix Éboué est le premier noir, et qui plus est descendant d'esclaves, à accéder au poste le plus élevé de l'administration coloniale. Jamais les colonies françaises n'avaient eu à jouer un rôle de cette importance. Elles sont, écrit le général De Gaulle, le creuset de la France libre et le point de départ d'une reconquête française de l'Europe. Mais dans l'immédiat, leurs soldats, engagés volontaires ou recrutés de force, se retrouvent opposés des deux côtés de la fracture française. Ainsi, une partie de la force noire demeure sous la coupe de l'État français, c'est-à-dire du maréchal Pétain et des gouverneurs généraux qui lui sont restés fidèles. Ces hommes seront amenés à combattre leurs frères ralliés à De Gaulle, notamment ceux qui débarquent au Liban en 1941 et se lancent avec le soutien des Britanniques à la reconquête de Damas. Si les Alliés peuvent avancer sur tous les fronts à la fois, en Europe, en Asie et en Afrique, c'est qu'ils ont accès en toute sécurité à des matières premières que la guerre a rendues inexploitables chez eux, mais qui abondent en Afrique, où ils développent les transports nécessaires pour les acheminer. Dans les colonies françaises, coupées en deux, la ponction économique est sans précédent, aussi bien en Afrique équatoriale qu'en Afrique occidentale, où les vichistes entreprennent la construction d'une ligne Méditerranée-Niger qui restera inachevée. La bataille en Afrique orientale illustre l'intensité de l'affrontement entre troupes noires. Les Italiens ont recruté des Somaliens colonisés et des Éthiopiens hostiles au Négus. Et ces soldats vont être littéralement pris en tenaille par les Britanniques et leurs recrues sud-africaines, rhodésiennes, kenyanes et nigérianes. I remember in King's College, Lagos, there were activities there among the... Je me souviens qu'au King's College de Lagos, il y avait des étudiants engagés qui remettaient en question la domination coloniale en Afrique de l'Ouest. Ils furent arrêtés et certains furent même envoyés à la guerre. C'était une forme de punition. Cela a affecté les relations entre les leaders nationalistes et le pouvoir colonial. Car les nationalistes disaient « Cette guerre est-elle la nôtre ? Pourquoi participerions-nous à un conflit entre des pays d'Europe qui ont non seulement dépouillé le continent africain de son capital humain pendant des siècles, durant la traite des Noirs, mais qui en plus continuent à s'approprier les ressources des colonies. Bref, en quoi cette guerre nous concerne-t-elle ? D'un autre côté, il y avait aussi les leaders qui voyaient ou qui croyaient voir un enjeu plus important, la nécessité de vaincre le nazisme. Un an plus tard, les Britanniques, avec les mêmes soldats noirs issus de leur colonie, débarquent à Madagascar. Pour y affronter et pour y vaincre, les forces françaises restaient fidèles à Vichy. Ce n'est pas vraiment cette présence anglaise qui a laissé plus de traces à Madagascar, mais la confrontation entre les tirailleurs français, que les Malgaches appelaient les Sénégalais, et les tirailleurs anglais, qui étaient les Zoulous. Et c'était quelque chose d'assez choquant pour la population malgache de voir des Blancs, en fait, des Anglais et des Français, faire se battre des Noirs. Et de se dire que les Blancs, ils mènent leur guerre à travers les Noirs. Enlève-moi toutes les affiches de Pétain. Colle celle-ci à la place.
C'est lui le nouveau chef de la France. Un général de brigade. 1942. L'Afrique occidentale française entre dans la guerre après son ralliement à la France libre. Un ralliement d'importance pour les troupes coloniales. Ils mettent un terme à leurs affrontements des deux côtés de la fracture française. Sergent, oui? C'est quoi ça? C'est lui, De Gaulle. Le général de brigade. 2 étoiles. C'est le nouveau chef de la France. Lui, 2 étoiles? Oui. Maréchal, combien d'étoiles? 7 étoiles. Et lui commande la France maintenant? Oui. Brazzaville est devenue depuis 4 ans la capitale de la France libre. Charles de Gaulle y rend hommage en janvier 1944 à la participation des Africains à la lutte contre le nazisme. De Gaulle est par ailleurs conscient que ces mêmes Africains ont connu durant la guerre une fraternité des armes qui les a conduits à une réflexion politique plus avancée et qu'il faudra en tenir compte. Ce qui m'a frappé, moi en tout cas, c'était vraiment que les résolutions de Brazzaville aient été prises dans une conférence où il n'y avait aucun représentant délégué par les Africains. S'il y avait des hommes de couleur comme Boué, ils étaient en tant que fonctionnaires, en tant que responsables de l'État français. Il n'y avait aucun représentant d'un groupe social ou d'un groupe intellectuel ou des Africains. C'était une conférence pour les Africains, sans les Africains. Porté par le serment que leur avait fait à Koufra en Libye le colonel Leclerc, le serment d'aller avec elle jusqu'à Strasbourg, les troupes françaises noires débarquent en Italie. Puis en Normandie avec la 2e division blindée, et enfin en Provence avec les Alliés. Les troupes noires qui avaient été sur tous les fronts, à partir de 1944, on les a dégagées de certaines zones au nom du blanchiment des troupes. Parce qu'on ne souhaitait pas que les troupes noires puissent jouer de grands rôles dans des actes de libération de la France. On voulait bien indiquer que c'est les Français qui ont libéré la France, mais sans les troupes noires. Cela a été vécu comme une espèce de frustration. Donc, certains sont retournés vraiment l'amertume au cœur. Un drame s'est déroulé à Thiaroye en décembre 1944, parce que des promesses avaient été faites aux anciens combattants. Ils devaient recevoir des pécules en France. On leur a dit d'aller à Thiaroye et qu'ils les recevraient à Thiaroye. À Thiaroye, ça a été du dilatoire. On négociait le montant à donner. Vous ne méritez pas ça. Vous n'avez pas pu justifier le temps que vous avez passé au front. Donc, avec beaucoup d'humiliation. Nous avons droit à la prime de démobilisation, aux indemnités, aux pécules, au rappel du solde de guerre. Nos collègues français qui étaient avec nous et qui ont partagé avec nous les geôles allemandes sont venus à Morlaix dans le Finistère pour nous le confirmer. Et nous les croyons. Devons-nous penser qu'il y a 2 France, la métropole et la coloniale? Et ce qui devait arriver ou ce qui ne devait pas arriver est arrivé, parce que un général à l'époque, Dagnan, est venu vers le 26 novembre 1944 à Thiaroye essayer de négocier avec les anciens combattants qui ne voulaient pas quitter Thiaroye, qui ne voulaient pas rejoindre leur territoire avant d'avoir perçu leurs émoluments et leurs droits. Ça a mal tourné. Le général Dayan, qui était le commandant des troupes à Dakar, a été pris en otage. Nous souffrons beaucoup la guerre. Camp concentration. Nous mangeons. Catéfoule. Hein? Est-ce que tu comprends mon français? Tu ne comprends pas. Nous vivons beaucoup catastrophes suisses. Alors, tu comprends mon français? La guerre. Hein? Nous vivons beaucoup de cadavres. Ici, tous hommes. Toi, homme. Moi, homme. Lui, homme. Alors, tu comprends rien? Le général leur promet, sur son honneur de soldat, que, bon, s'ils le libèrent, ils seront payés, ils le libèrent.
en quoi ils ont été bien naïfs d'ailleurs. Et dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 1944... On a tué à Tiaroy, au Sénégal. On en a massacré un peu partout, juste pour ne pas donner la pension. Il y a des gens qui, jusqu'à 102 ans, n'ont jamais touché leur pension avant leur mort. Et aujourd'hui, on n'a pas payé encore. Alors, nous vous parlons. Tiaroy devient un lieu symbolique de la contestation anticoloniale. La poésie s'en empare. Il y a un poème très beau de Senghor, aux tirailleurs noirs couchés dans la glace et dans le sang. Est-il vrai que la France n'est plus la France? Est-il vrai que l'ennemi lui a dérobé son visage, etc. Sur la longue période qui s'achève, l'Empire du silence aura finalement réussi à faire entendre sa voix. Encore faible, mais de plus en plus affirmée. Il lui aura fallu pour cela surmonter de multiples traumatismes. Pourquoi on nous a oubliés? Et pourquoi il faut nous oublier? C'est ça que j'ai à dire. On nous a oubliés. Beaucoup. Voilà.